Nous rencontrons François Sarieux, donc natif de Saint-Mamet, Saint-Mamétois d'origine, et qui va nous conter un peu quelques récits, contes, légendes, histoires, ce que l'on trouvera comme sujet de conversation dans les années 1938. Oui. Donc, il y a beaucoup à dire. Oh, c'était un exemple. Les gens venaient par le village. Mon oncle, Jean Sarieux, était maire à ce moment-là. On va rendre compte de le combat qu'il a fait sur cet homme, il a fallu faire manger. La cour de l'école de Saint-Mamet était pleine de monde. Chez nous, la maison, la cuisine, elle était pleine de femmes espagnoles qui n'avaient rien à manger, qui étaient en aillon, tout ça. Moi, je rappelle toujours ma grand-mère, il faut les faire manger, patati, patati. Et puis, ce qui avait marqué, ils avaient amené toutes les bêtes. Je ne sais pas si le terrain, c'était plein de chevaux. Il y en a d'autres qui sont passés par le ménage. Mais ceux-là, ils sont descendus par le portillon, par le Val de Mur, et par là. Voilà. Et alors, c'était des passages contrôlés quand même par la milice espagnole pour qu'ils puissent passer. Ils sont passés un peu partout, là, dans la forêt, partout. Oui. Les chevaux, les bêtes, toutes les bêtes qui sont passées. Il y avait un gars qui s'est installé avec ses chevaux à Murbe. Vous voyez où c'est Murbe? Les douaniers le surveillaient parce qu'ils sentaient qu'il voulait repartir à Vénasque. Il était de Vénasque. Et un beau jour, il était mis debout, il est reparti chez lui avec les chevaux. Après bien longtemps, il est resté comme 7 ou 8 ans à Murbe quand même avec les chevaux. Il avait loué une petite grange et il fauchait son herbe pour ses bestioles. Et avec tout le mieux, on discutait avec mon oncle, il s'était approuvé du match avec mon père, mon oncle. Et un beau jour, il a dit, je vais repartir chez moi à Vénasque. Il était à Vénasque. Et un beau jour, il est reparti chez lui. Et cet homme, alors vous me dites que tous ces gens-là, famille, valises, tous ceux qui pouvaient, sont arrivés avec le bétail à Saint-Mamet, c'est le premier village. Exactement. Et alors, comment ça se passait? C'était l'affolement général par là. Complètement. Il est passé 1 ou 2 jours, ça a été, on ne savait plus quoi faire de tous ces gens-là. On allait devant les thermes là-bas, et toutes les colonnes de réfugiés espagnols étaient encadrées par les spahis. Ça m'a resté toujours un souvenir avec leur cape crème, et le sabre comme ça, à cheval, et ils encadraient les réfugiés espagnols. Ils avaient le sarouel? Oui. Vous les avez connus, vous? Ah oui, je l'ai connu. En 1938, c'est ça. Oui, parce que c'est des armées, il y en a eu 3 ou 4 corps d'armée de Spahisque qui étaient... Qui avaient été détachés sous bannière de Luchon pour venir s'occuper de tous ces réfugiés espagnols. Et beaucoup sont partis, Alors ces gens-là, donc, ils n'avaient pas de lopin de terre. Oui. Ils ont travaillé, ils ont fait les bûcherons, ils ont fait un peu tout. Ils n'ont pas eu facile. Ils faisaient du débardage, beaucoup. Beaucoup. Il y a beaucoup. Est-ce que les habitants ou les communes, pour ce qui concerne par exemple Saint-Mamet, vous en employez certains comme bergers ou vachers à l'année? Il y en a eu qui ont été employés comme bergers et vachers, sur le plateau du Canson. Tout à l'heure de ces calèches. Vous avez connu ces calèches à Luchon vous-même? Oui, ça, je me rappelle bien les calèches, devant la crémaillère. Alors, devant la crémaillère, c'est-à-dire l'ancienne poste. Oui, hein? À côté. Elles étaient stationnées là. D'accord, il y avait des calèches. Il y avait des calèches. Et elles étaient en partance pour où? Elles se promenaient dans la ville aussi. Dans la ville, hein? Oui. Elles se promenaient dans la ville, et puis d'autres montaient à Supermanière. Une autre période, pas très éloignée de la nôtre, nous avions donc la chance pour ceux qui pratiquaient donc ce métier de guide. Ces guides, c'était des chasseurs, ils connaissaient toute la montagne qu'ils parcouraient lorsqu'ils faisaient la chasse. Et ils étaient déclarés comme guides à pied, et il y avait des guides à cheval aussi. Pour les guides à cheval, est-ce que vous pouvez m'en parler davantage par rapport aux calèches? Calèche, oui. Ça, c'était parce que j'avais une tante qui était mariée avec un Fouillouse, moi, avec Alexis Fouillouse. Et à un moment donné, ils amenaient les calèches jusqu'à l'Hospice de France. Et de l'Hospice de France, c'était les chevaux qui amenaient les promeneurs au port de Vénasque.
Mais les gens fortunés arrivaient en calèche jusqu'à l'Hospice de France. Oui. Et là, donc, on descendait des calèches. Descendait. Et qu'est-ce qui se passait? Et bien là, ils montaient à cheval, ils montaient au port de Vénasque. Toujours le port de Vénasque. Mais les autres directions, c'était à pied, sans chevaux. Le chemin de l'Impératrice, le chemin des Chèvres, le Pesson, le Clamson, voilà. Alors vous m'expliquez... Le chemin Louise. Voilà. Vous m'expliquez que donc les chevaux ne pouvant pas monter parce que c'était des sentiers de chèvres presque. Oui. Et puis pentus. Pentus, ah oui, bon. pentus, et au risque de tuer les chevaux, il y avait des chevaux donc pour faire des grandes promenades, oui. Et il y avait des sentiers à pied. Oui. Et tous ces gens-là, ces guides, étaient guides à cheval ou guides à pied. Oui, oui, oui. Ouais. Il y avait la famille Binon, tout ça là. J'avais un grand-oncle à moi, un frère à ma grand-mère, qui était guide à cheval et son fils. Et que ces gens-là avaient deux saisons bien particulières. Exactement, oui. Est-ce que ça veut dire aussi que Super Bannière n'était pas assez développé avec la neige pour qu'il n'y ait pas de travail et que les gens soient obligés de s'expatrier? Super Bannière, ça a commencé en 1912, non? 11, oui. 11. Mon père y a travaillé avec moi. Oui, au début du XXe siècle. Ouais. Ça veut dire que avant cette date-là, il n'y avait pas d'activité. Non. Donc ils s'expatriaient à Cannes, à Nice, oui, voilà. Ils allaient gagner leur vie. Alors tous ces chevaux, effectivement, ont une grande réputation dans les vallées, puisque c'était un des rares moyens de transport, un des rares, oui, moyens de transport. Et il se trouve qu'après tous ces chevaux qui ont servi pour les courses en montagne avec les guides à cheval et autres, il se trouve qu'à une époque pas si lointaine, il y avait sur le parc des Quinconces des promenades à poney, oui. Avec des vieilles demoiselles. Audubert, ça s'appelait, de Saint-Marin. Je pourrais dire oui. Oui, elles étaient deux sœurs. Elles étaient deux sœurs qui avaient des âmes. Et elles faisaient promener les enfants dans le parc des Quinconces. Voilà. Avec Pomponette ou je sais pas. Oui. Et puis il y avait une autre aussi, on l'appelait Philomène. Philomène le Barreau, elle s'appelait. Et celle-là aussi, elle avait des âmes. Mais les autres plus, les Audubert, là, et Piquemal, elle s'appelait. Et celle-là, c'était les acharnés, oui. Et il y avait des gamins qui allaient amener les petits ânes pour promener les gamins. Oui. Et leur donner la pièce. Voilà, parce qu'il faut expliquer que ces dames ayant un certain âge, elles ne pouvaient pas marcher toute l'après-midi et le matin. Non, elles restaient assises, c'était les gamins qui promenaient les. Voilà, alors elles embauchaient les petits garçons. Il y en a qui venaient. Ouais. Elles leur glissaient la pièce, oui. Mais c'est elles qui encaissaient les courses. Voilà. Et après, c'est Guy Toussaint qui a pris le relais. Pour longtemps quand même. Mais c'est pour dire que ces chevaux, ces ânes et autres ont quand même marqué la vie, du pays Ah, oui. Et de Saint-Malmé en particulier.